Reprocher à Joseph Kabila, méritait-il de se comporter ainsi à son égard? Le ferait-il à un président asiatique, sud-américain ou d'une autre région du monde? Les frustrations de cet ordre sont nombreuses et régulières. Et même si les jeunes Africains n'ont pas une affection particulière pour leurs dirigeants, ils vivent ces vexations comme étant faites à leur pays, à leur peuple. Elles traduisent un comportement infantilisant qu'ils n'acceptent plus. Il existe d'autres méthodes plus correctes, plus diplomatiques, de marquer son désaccord, sa désapprobation. Regardez l'accueil accordé à un autre dictateur qui fait même assassiner violemment des journalistes, qui n'organisent pas des élections tous les 5 ans. Il est tout sauf un démocrate. Et pourtant, il a droit au tapis rouge et aux accolades, aux gestes d'affection. Vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va rester là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Même si c'est dit sur le ton de la plaisanterie là, avait-il besoin d'humilier ainsi son homologue burkinabé au mépris de toute la sacro-sainte tradition du respect de l'aîné si cher à l'Afrique qu'il ignore superbement, ignorant également le besoin naturel urgent du président Roch-Marc Christian Kaboré? A-t-il besoin d'humilier ainsi le chef dans l'amphi devant des jeunes surpris? Il n'aurait jamais osé un tel geste face à un Joe Biden ou à un Poutine. Vous me répondrez, et c'est vrai, que ne lui demandent pas de l'aide, qui ne sont pas dans la posture du quémandeur, qui ne lui doivent pas leur sécurité. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ce que demande la jeunesse africaine, c'est d'abord le respect. Et c'est en cela qu'elle est massivement derrière les présidents Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ils représentent pour eux la résistance à l'ordre dicté par Paris et ses partenaires européens. Ils représentent pour eux le refus, les rejets des décisions et réflexions iniques de ces ordres adoptés par les instances les plus puissantes comme celle-ci à l'OTAN. De façon mécanique, la population noire du Sud, qui est majoritaire à 90%, va imposer ses volontés à l'ensemble de la population malienne et aux 10% qui tiennent 50% du pays au nord. Donc oui, je pense qu'il y a une solution, mais qui passe sans doute par une fédération malienne. Affligeant, non? Ce que dénoncent les jeunes, ce qui les amène à soutenir partout sur le continent les présidents maliens et burkinabés, c'est le refus d'un ordre, d'une stratégie qui ne marche pas et contre laquelle personne en Afrique ne peut rien dire. Ce n'est pas faute d'avoir souvent dénoncé les choix iniques faits par les pays européens et par l'ONU, non. Le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été balayé par cette crise au Mali, l'avait déjà dit de la façon la plus forte. Avons-nous jamais violé un cessez-le-feu? Avons-nous jamais violé la cessation des hostilités quand elle a été prise? Jamais. Pour autant, M. Lapsous, il est dit au secrétaire général des Nations Unies, il serait convenable, il serait séant que les Nations Unies fassent preuve de justice et d'équité à cet égard-là. Chaque fois qu'il y a eu violation du cessez-le-feu, violation des hostilités, nous avons acté, nous l'avons signalé. Rarement, nous avons été entendus. Un peu de respect pour notre peuple. Nous ne sommes pas des gueux. Monsieur Lassous, nous sommes gens de bonne compagnie. Quand on est en la ville de Kidal, il a fallu que je le dise à la CEDEAO pour que nos frères comprennent quelle était la situation surréaliste que notre armée vivait en Kidal. Le Mali a accepté beaucoup. Le peuple malien est à saluer, mais que nul ne se trompe sur la qualité de sa dignité, de son sens de la dignité. Ce n'est pas une histoire de cas malien pour moi, c'est une histoire de vie malienne pour moi. Je vis ça dans ma chair, dans mon être le plus profond. Je ne joue pas avec ça. Que nul ne se méprenne
et puisse prendre telle souplesse dans l'engagement, telle ouverture pour une faiblesse ou un encouragement à persister dans l'erreur. Il ne s'agit pas d'un problème d'homme. Ibeka est un homme de passage. Mais aucun Malien digne de ce nom ne bradera jamais le Mali. Jamais. Ne bradera jamais le Mali. Et nous avons tout tenté. Malgré le ton plus franc, plus incisif et direct, une fois n'est pas coutume, pour dénoncer le comportement des partenaires occidentaux et de l'ONU, il n'a pas été entendu. Il ne pesait pas lourd puisqu'il n'était pas en treillis militaire. Il parlait le français châtié de l'ancien du lycée Janson de Sailly en France, dont il était si fier. On doit s'interroger sans hypocrisie, avec honnêteté, de façon moins passionnelle sur les raisons qui peuvent amener les Maliens qui hier portaient en triomphe François Hollande et qui aujourd'hui applaudissent presque avec autant de ferveur ceux qui chassent l'armée française de leur territoire. Prenons juste un problème de symétrie. Comment réagiraient les Français s'il y avait une base de soldats sénégalais au milieu de la France ? Surtout au bout de 10 ans. Je ne suis pas persuadé que les gens diraient pas au bout d'un moment, attendez, les Sénégalais, ils sont gentils, mais on leur a pas demandé d'intervenir là. Et ils nous diraient, mais non, c'est pour votre sécurité. Est-ce qu'ils ne nous l'ont pas demandé? Non, attendez, vous avez bien vu tout à l'heure, Mali, ils nous l'ont demandé au début. Oui. Mais c'est nous qui avons décidé de rester et on s'est très peu inquiété de savoir si l'opération militaire suffisait. Or, c'est là où, pardon, mais on n'a rien appris de la guerre d'Algérie. Ça n'est pas parce qu'on intervient militairement qu'on résout un problème. On est à côté de la plaque parce qu'on est encore dans ce schéma où on vient flanquer une raclée à un ennemi qu'on croit misérable et qu'on n'arrive jamais à réduire. Et au bout de 10 ans, on se fait jeter par les gens qui ne nous supportent plus. 10 ans au Mali. Nos forces d'intervention sont conçues, perçues aujourd'hui par les Maliens comme une force d'occupation. Et on ne peut rien faire contre. Et du coup, quand les Russes passent derrière, la milice Wagner, ils sont au beau jeu de dire alors qu'il faut exactement la même chose. La gifle du Mali, elle va à la pensée libérale interventionniste, teigneuse et belliqueuse de la France, celle qui ne drague que le dictateur africain et son potentiel militaire. La gifle du Mali, elle va à l'État français qui a privatisé sa politique étrangère pour l'intérêt de quelques capitaines d'industrie arrogants, quand le peuple de France, lui, n'en bénéficie plus. Ce que demande la jeunesse, c'est de leur tenir un discours cohérent et constant. De ne pas leur parler comme à leurs parents d'hier, d'avoir conscience qu'ils ont de la mémoire. Tenez, un exemple, à Yaoundé au Cameroun, lors de sa tournée du 26 juillet 2022, à la réflexion sur les 2 poids 2 mesures dans le financement de la guerre en Ukraine et celle du Mali, qui ne bénéficiait pas du même intérêt, voici ce que répondait le président Emmanuel Macron avec beaucoup de fermeté. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Et quelques mois après, devant l'évidence répétée par l'opinion subsaharienne, les hypocrites du mois de juillet 2022 semblent avoir finalement raison, puisque désormais, il ne faut pas oublier d'aider l'Afrique dans sa guerre contre le terrorisme. Il y a des doubles standards. Vous dépensez énormément pour l'Ukraine et vous continuez de ne pas dépenser pour nous. Vous vous battez avec beaucoup de force contre la guerre là, pas suffisamment contre la pauvreté chez nous. On a une guerre chez nous depuis des décennies, vous n'en avez pas fait le 100e. Sachons les entendre. Et donc il nous faut réengager diplomatiquement avec toutes ces géographies pour les convaincre de rejoindre notre effort de pression sur la Russie et de préparation de la paix. C'est notre responsabilité. Et il faut le faire en conjurant en particulier cette espèce de récit du double standard qui s'installe. C'est pourquoi, au moment même où nous faisons tous ces investissements, j'appelle les Européens, les Américains, tous les membres du G7 et au-delà du G20 à nous accompagner sur la reconstruction d'un partenariat sud-nord pour permettre de repenser les termes de la solidarité internationale. Enfin, ils pensent à financer la guerre oubliée du Sahel pour gagner nos voix et notre soutien contre la Russie. Pour que l'Afrique vote pour eux, comme elle le faisait de façon presque mécanique aux Nations Unies. Encore faut-il rendre concret cette promesse. La confiance est à établir. Les déclarations de bonnes intentions, on en a tellement entendu depuis des décades. Prenons juste le cas de la RDC. Voici le président Nicolas Sarkozy en déplacement à Kinshasa. La première vérité, c'est que la souveraineté du Congo est inaliénable. Et la France sera toujours
à vos côtés pour le respect de cette souveraineté. C'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la région. Le Congo devrait en être le phare. La région devrait être prospère et elle peine à décoller. Eh bien, le temps est venu de fixer un nouveau cap. Pour que la région puisse avancer d'un même pas, le Congo doit se redresser. Il lui faudra, Monsieur le Président, et la France vous aidera, une armée efficace et républicaine. Plus d'une décennie après, voilà ce que dit le président Hollande à la veille du voyage de son successeur dans la même RDC. L'Est de la RDC est ravagé par une guerre atroce, une guerre qui touche les femmes, les enfants, et donc où le Rwanda est quand même directement impliqué. Est-ce qu'il va parler de l'ingérence du Rwanda en RDC? Est-ce qu'il va demander que, si on s'interroge bien sûr sur ce qu'il faut faire en Ukraine, les Africains, eux, ils s'interrogent sur ce qui se passe en RDC? C'est bizarre. Quand il était aux affaires, il ne l'a pas fait. Il s'est pourtant rendu à Kinshasa, comme on l'a vu un peu plus tôt. Il exige que son successeur mette clairement en accusation, évoque clairement l'implication de son voisin rwandais dans la guerre dans l'Est du Congo. Et voici ce qu'il va dire sans jamais citer le nom du Rwanda à son successeur. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. Après avoir écouté toutes ces positions des trois présidents successifs et leur impact totalement nul sur le terrain, comment s'étonner après ça que les jeunes ne croient plus en eux et cherchent des solutions alternatives? Comment les séduire avec des discours qui varient au gré des intérêts économiques? Alors notre intérêt, c'est d'abord la démocratie. La France est un pays qui soutient en Afrique comme ailleurs la démocratie et la liberté. Un pays qui parle à tout le monde, y compris aux opposants politiques. Un pays qui préfère les institutions solides aux hommes providentiels. Un pays qui considère que les putschs militaires ne seront jamais des alternances démocratiques. Qui peut raisonnablement être opposé à l'idée de promouvoir la démocratie? Tout le monde est d'accord pour saluer les vertus de ce modèle. Mais le discours ne doit pas être à géométrie variable. Il n'y a rien qui obligeait le président de la République française à aller là-bas pour l'intronisation du fils d'Éby, général à 35 ans, je crois, parce que la Constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui exerce le pouvoir dans le cas où le président de la République meurt. Donc je ne sais comment vous dire le dégoût que m'inspire de voir le président de mon pays assis à côté de ce type le jour où on l'installe. Et ensuite venir faire le mariole, comme ça a été le cas à Montpellier l'autre jour, pour dire « Ah ben ça c'est fini, c'est le passé et tout ». Non, c'est pas le passé. Tu y étais il n'y a même pas 2 mois. Mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent, ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, bah vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Et pourquoi ne pas traiter avec ceux aux affaires au Mali et au Burkina Faso? Ils tiennent les rênes de leur pays. Moins qu'il s'agisse de vexations personnelles, de vendetta parce qu'ils ont demandé à l'armée française de partir. Dans ce cas, on est dans l'affect, face à un sujet aussi grave que la lutte contre le terrorisme. On ne peut pas choisir le putschiste que l'on veut soutenir et celui que l'on doit faire tomber. Cela entraîne les conséquences que l'on connaît. Dans la réalité, c'est l'inconstance de ces discours, le clair-obscur qu'entretient l'Occident qui crée cette cassure. C'est le jeu d'ombre qui rend son discours inaudible, qui suscite la méfiance, parce que beaucoup d'éléments viennent montrer que ces discours de bonnes intentions cachent parfois une réalité plus sombre. J'en veux pour preuve ces aveux clairs au Sénat américain où le chef d'état-major de l'armée, ce n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas, reconnaît que l'armée américaine forme en cachette des soldats, des officiers pour perpétrer les putschs qu'il dénonce après, qu'il condamne ensuite. Vivez cette audition qui a quelque chose de surréaliste. General Langley, I have constituents that have been scattered across Africa on train and equip missions. So just ballpark, in the last decade, how many Africans has the United States military trained and equipped? Congressman, I don't have that figure. I can get that figure for you. Ballpark, just, how many? Congressman, it would be a wild guess right now. Seems like something we should know, right?
Over the years, we have trained a substantial number, especially in the Gulf of Guinea states, including like more than 10,000? It is more than 10,000. More than 50,000? I'd say we're reaching around 50,000 okay. at least. And what percentage of the people we've trained end up participating in insurrections or coups against their own government? Very small number, Congressman, very small number. So what percentage do you think? I'd say probably less than 1%. But it does happen. The IMEC program is in force, and we've pushed a significant number through our schools across the and what data sets do you track to arrive at the conclusion that less than 1% of the roughly 50,000 that we've trained have participated in coups? Because it'd be like about 500, about 1% of 50,000. Congressman, you may have that information. I don't at this time, but I know. Well, I know there are some, right? Like go ahead and throw up that image. This is Colonel Mamadi Doumbouya, and this is a photo of him. Did we train and equip him? In Guinea? By name, I cannot identify that. Well, that guy in the middle with the big red hat, Colonel Mamadi Doumbouya, that's him with a bunch of U.S. service members outside of our embassy. And just months after this photo was taken in 2021, he led a coup in Guinea and threw out the leader. Does that concern you? Congressman, core values is what we start off with in IMA programs. Do we share core values with Colonel Doumbouya? Core values. I will repeat that. Core values. Respect for humanity. Do we share those values with Colonel Doumbouya? Absolutely. In our curriculum. He led a coup. We do. Que cela soit vrai ou pas dans le cas du colonel Mamadi Doumbouya de Guinée, ça fait froid dans le dos. Même s'il y a une part de fantasme dans tout ceci, le plus gros est dit. Les États-Unis avouent dans le Sénat américain qu'ils forment des soldats pour perpétrer, entre autres, des putschs en Afrique. Et ceci ne fait que s'ajouter à ce que l'on avait déjà vécu avec le fameux Bob Denard et autres mercenaires français en Afrique. Alors les choses sont désormais au grand jour. Après ceci, comment comprendre les condamnations faites à chaque putsch par les grandes puissances? Certaines le font juste pour la forme alors. Et puis comment ne pas comprendre les dirigeants africains qui s'écrasent et font ce que leur demandent ces grandes puissances? Ils ont une épée de Damoclès sur la tête. Ils dorment juste d'un œil, ne sachant quel va être leur sort. Après avoir écouté ceci, on comprend que ce n'est pas une vue de l'esprit et que la souveraineté de nos nations, si souvent clamée, est un leurre. Le discours sur la promotion de la démocratie devient peu crédible, n'est-ce pas? Qu'on les aime ou non, qu'on juge qu'ils conduisent ou non leur pays à la catastrophe, les officiers qui ont pris le pouvoir au Mali et au Burkina Faso bénéficient du soutien populaire parce qu'ils mettaient un terme à une guerre qui menace l'existence même de leur pays. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace. Nous et nos amis maliens, ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains, considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les Occidentaux ont annexé et exploité ces territoires, ce continent, ils devraient s'habituer au fait que le monde a changé. Même si Moscou a son calendrier, les Africains ne sont pas dupes de ses intentions réelles, mais également de celles de l'Occident. L'opinion publique européenne doit comprendre que ce n'est pas une guerre d'influence en Afrique entre la Russie et l'Occident qui a créé le mouvement de rejet de Paris. Moscou a simplement su jouer sur un désamour, un divorce entre l'Afrique et l'ancien colonisateur qui n'a pas su adapter son comportement à l'évolution. D'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Il ne s'agit donc pas d'une affaire de naïfs pro-russes, de jeunes trompés par une propagande russe. Même s'ils sont quelques-uns à avoir choisi l'option russe, ils le font par stratégie et non par allégeance. Les Africains, notamment les jeunes, ne veulent plus d'un maître. Il ne s'agit pas de passer d'un maître à un autre. Ils traiteront avec ceux qui les respectent, sans exclusive. Si la France et ses entreprises veulent rester, elles doivent performer et respecter leurs partenaires. Nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris.
C'est une terre de compétition maintenant. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ne reprochez donc pas aux Africains de multiplier leurs partenaires, puisque la jeunesse africaine a désormais conscience que l'avenir du monde se joue sur leur continent. Nous avons destin lié avec le continent africain. Si nous savons saisir cette chance, nous avons l'opportunité de nous arrimer au continent qui, progressivement, sera aussi l'un des marchés économiques les plus jeunes et dynamiques du monde et qui sera l'un des grands foyers de la croissance mondiale dans les décennies qui viennent. Quand on a conscience de cela, on s'abstient de dicter ses choix aux Africains. On ne leur tient pas des discours selon les circonstances. Il y a plus de 30 ans, lorsque le président Félix Houphouët-Boigny le disait, cela faisait sourire certains. On se disait, cause toujours. Il a connu l'Afrique. De loin, le grand propriétaire des matières premières, nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospective. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte de jeunes exploités par d'autres. Permettez-moi de me parler loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour en Europe, voyez notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Et si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira, ouf, vous le savez vous-même, on n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous efforçons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Maintenant que c'est clairement établi que l'avenir du monde dépend essentiellement de nous, arrêtez de nous dicter vos modèles, vos principes, de nous imposer des priorités, vos valeurs, que nous respectons, mais qui ne sont pas forcément les nôtres. Nos enfants, nos jeunes, qui représentent l'écrasante majorité, qui sont désormais décomplexés et représentent l'avenir du monde, ont des choses à vous dire. Prenez une chaise, asseyez-vous humblement et écoutez-les. Accordez une attention particulière à leurs exigences. Vous avez certes l'argent, la technologie et les armes, mais ils ont ce dont vous avez besoin pour au moins maintenir votre style de vie, pour continuer d'alimenter vos industries. Si vous continuez de jouer les donneurs de leçons, ils traiteront avec d'autres sans état d'âme. Surtout qu'en face, ils s'organisent eux aussi et ont conscience de l'importance de l'Afrique. Ils créent un monde avec leurs paradigmes et leurs règles qui peuvent séduire. Que l'Occident souffre du fait que les Africains aient des doutes, de grosses interrogations sur le modèle démocratique qu'ils ont imposé et qu'ils s'emploient à maintenir selon leurs intérêts dans nos nations. Les multiples coups d'État en sont la résultante. Dans la plupart de nos États, les institutions sont extrêmement fragiles. L'armée semble être la seule institution qui fonctionne. Pour refonder l'État, tant qu'on ne va pas voir dans ces occasions des opportunités de refondation, on va être toujours dans le même cycle. Sans être opposé au modèle démocratique, que l'Europe accepte que l'on puisse y apporter de sérieux amendements, que l'on puisse y apporter notre singularité, notre identité. On ne peut indéfiniment assister à cette parodie de démocratie Coca-Cola où le vote du citoyen est acheté au vu et au su de tous à chaque scrutin. L'homme qui a faim n'est pas libre, et c'est vrai. On ne peut accepter comme des moutons l'idée qu'après chaque putsch, l'obsession soit d'organiser de toute urgence de nouvelles élections. Ce qui se fait actuellement, c'est un modèle de transition politique de retour à l'ordre constitutionnel, avec pour seul objectif les élections. Il faut changer ce paradigme. Il faut accepter de questionner le système, de corriger le modèle. Si après 33 ans de ce modèle imposé en 1990 après la bolle, la situation des populations n'a pas changé et les coups d'État se multiplient,
et sont même suscités et applaudis par la population, cela signifie qu'il est urgent d'interroger le modèle. Vous ne pouvez pas, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, donner comme objectif l'organisation de l'élection. Ça manque de sérieux, aussi bien pour la communauté internationale qui met sa pression que pour les acteurs eux-mêmes. La religion imposée autour du discours sur le principe démocratique ne doit pas tourner à l'obsession. Il faut ôter le radicalisme, j'allais dire le terrorisme qui entoure cette question d'élection à tout prix, afin que les Africains discutent plus sereinement du modèle. Les constitutions héritées de l'ancien colonisateur ne doivent plus être comme le Coran ou la Bible, dans lesquelles on ne peut pas apporter une quelconque modification. Elles sont faites pour être adaptées. D'abord, quand on dit qu'on ne doit pas toucher à la Constitution, c'est absurde. Je m'en excuse devant les éminents constitutionnalistes. J'en vois certains qui ne sont pas de mon avis. La Constitution organise le fonctionnement d'un pays, en tout cas au regard de ses institutions politiques et administratives. Le pays change, les choses changent. Et au fond, moi je suis jaurétien, c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. La fidélité à la Constitution de la Ve République, c'est de la modifier et de l'adapter à chaque fois que c'est nécessaire. Et à tous ceux qui voudraient qu'on grave dans le marbre tout et qui sont fascinés par cet immobilisme, je voudrais dire que s'il y en a un qui n'était pas immobile, c'était De Gaulle. Donc cette idée de dire parce que c'est De Gaulle, parce que c'est 58, parce que c'est 62, il n'y a rien à changer, c'est absurde. Le débat sur le modèle de gouvernance permettait que nous puissions en discuter nous-mêmes, sans votre influence, sans votre diktat. Faites-nous confiance. Nous sommes assez matures pour choisir et élaborer ce qui est bon pour notre peuple. Si les autres l'ont fait, nous pouvons également le faire. La jeunesse africaine en a la capacité et le ressort. D'autre part, qu'on arrête de laisser penser que la barbarie, la violence est surtout de notre côté, ce qui nous amène à traîner des complexes vis-à-vis des nôtres et des autres. Ce narratif qui a influencé des générations et offert à l'Occident la latitude de nous faire la leçon, il doit être corrigé. Il est faux. La violence n'est pas de notre côté. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. C'est le marché qui a fait la paix. Et ne pas comprendre ça, c'est un peu théorique. If there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. They don't care for human beings. 57 years ago, when Japan was retreating on all fronts, they decided to drop the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. Killed a lot of innocent people who are still suffering from the effects of those bombs. Those bombs were not aimed against the Japanese. They were aimed against the Soviet Union to say, look, this is the power that we have. If you dare oppose what we do, this is what is going to happen to you. Because they are so arrogant, they decided to kill innocent people in Japan who are still suffering from that. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world? Peut-être faut-il aussi, dans le même ordre d'idées, dans la démarche d'apporter un bémol à une conception devenue virale, mentionner que le French bashing auquel on assiste n'est pas le seul fait d'activistes africains revanchards.
Ce matin, vous voulez nous parler de diplomatie et revenir sur ce que vous considérez comme une humiliation pour la France par le Maroc. De quoi s'agit-il précisément? Je crains le pire, Patrick, parce qu'un journaliste qui l'interrogeait sur la détérioration de nos relations avec le Maroc